Ok, donc merci à tous d'être venus. Tout d'abord, je suis pas sur les... Voilà, donc tout d'abord, je voulais remercier un petit peu tous les partenaires de l'événement, sans qui en fait l'événement Agile en scène ne serait pas ce qu'il est. Et donc voilà, je voulais qu'on les applaudisse tous. Merci à eux. Alors, bienvenue à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous allons vous parler d'IA générative et de l'IA générative au service de la transformation agile chez Orange. Donc, pour cela, je serai accompagnée de Vincent, qui est coach DevOps et membre également d'un groupe de travail sur l'IA générative chez Zenica. Quant à Anne, elle est coach agile chez Orange France depuis 2017, où elle accompagne des collectifs, des LPM, des trains ou des équipes unitaires. Et elle est aussi la lead du groupe IA for CEA au sein de la DTSI Orange France. Alors d'abord, on va vous dresser un bref contexte de où on en est au niveau d'Orange sur l'IA générative. Et puis on focusera sur deux rôles agiles, le rôle de coach et le rôle de product manager, pour voir en quoi l'IA peut augmenter. On va parler de coach augmenté et de product manager augmenté. Ensuite, on va témoigner à travers 3 retours d'expérience orientés métier et IT pour en tirer les enseignements que nous avons appris à date de notre utilisation de l'IA générative au sein de nos accompagnements. Et enfin, on finira par un temps d'échange. Donc, tout d'abord, on va définir un peu ce qu'est l'IA générative. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas dans la salle ce qu'est l'IA générative, ou tout le monde déjà en a entendu parler? D'accord. Alors, donc, du coup, l'IA générative, c'est une technologie d'intelligence artificielle qu'on a entraînée via un apprentissage profond, donc on lui a donné plein de données, et elle va utiliser des algorithmes pour créer des contenus originaux. Et donc, en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle a le potentiel de révolutionner nos pratiques agiles, notamment en automatisant des tâches, en stimulant notre créativité et en stimulant notre créativité, en automatisant donc les tâches et en stimulant notre créativité. Alors, plus précisément, chez Orange, on voit que c'est une technologie qui est déjà présente au quotidien. Je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, l'assistance digitale utilise un moteur basé sur de l'IA. On a également un service, un moteur d'offres et de recommandations qui utilise l'IA et qui est utilisé par les conseillers. Un autre service aussi assez intéressant qui s'appelle Dommage Réseau, qui en fait a pour objectif de recevoir des photos de la part de nos clients. Les techniciens d'intervention reçoivent des images de dégâts sur le réseau physique et ils se servent de reconnaissance visuelle, d'un module de reconnaissance visuelle qui va classifier en fonction, donc qui va analyser l'image et qui va classifier les interventions en fonction de la criticité du dommage. Donc ça va permettre aux techniciens d'intervention de prioriser de façon plus performante leurs interventions. Enfin, récemment, il y a à peu près 1 an, Orange a développé un outil d'IA générative maison interne qui intègre les grands LLM du marché et qui s'appelle Dinutu. Alors c'est un outil maison qui est en fait réservé aux collaborateurs d'Orange en interne, qui est réservé à un usage uniquement professionnel et qui est utilisé en libre accès par tous les salariés sur lequel ils peuvent se baser en utilisant une charte de l'éthique et de l'IA et de la data d'Orange. Donc on voit c'est quelque chose qui commence à prendre, qui est un petit peu... tous les collaborateurs ont aussi accès à une offre de formation qu'ils peuvent suivre à leur guise, un parcours de montée en compétences. Et donc on voit que c'est quelque chose qui commence à prendre au sein des collectifs et des équipes.
Alors nous, au Centre d'excellence agile, donc on a à cœur de booster, de faire en sorte que les collectifs qu'on accompagne accroissent leur performance opérationnelle et que les collectifs délivrent le plus de valeur possible. Et pour cela, on est dès 2023 persuadé que l'IA générative et que l'IA va avoir des bénéfices, notamment auprès des rôles clés, des rôles agiles. Du coup, on a monté fin 2023 un groupe d'experts, donc 5 coachs en fait volontaires, donc le groupe IA for CEA, qui va être un groupe de travail qui est dédié à l'anticipation de l'usage de l'IA générative pour les rôles agiles. Donc son but, ça va être d'anticiper cette utilisation de l'IA générative, d'une part de donner tous les outils aux coachs qui vont accompagner les rôles agiles, les collectifs agiles, et dans un deuxième temps de promouvoir l'usage de l'IA générative auprès de ces rôles agiles pour qu'ils puissent l'utiliser en toute autonomie. Donc 3 objectifs pour ce groupe de travail. Premier objectif, bien sûr, se former, puisque c'est un domaine qui est en constante évolution. Donc permettre à tous les coachs ensuite du CEA de se familiariser avec cette nouvelle technologie pour qu'ils puissent l'utiliser en autonomie. On va voir comment par la suite. Ensuite, deuxième objectif, pouvoir transmettre donc les rôles qu'on accompagne, Product Owner, Scrum Master, RTE, pouvoir leur mettre entre les mains les outils d'IA générative, donc à travers Dinutu, l'outil maison d'Orange, et leur montrer comment l'utiliser au mieux. Et enfin, troisième objectif, influencer, c'est-à-dire contribuer à orienter Orange France en matière d'IA générative sur les rôles, leur montrer l'apport que l'IA générative peut avoir sur les rôles agiles et sur la transformation de l'entreprise au global. Alors, comment on a travaillé, on s'est organisé, on a monté un point en fait hebdomadaire, donc dédié d'abord aux coachs et puis qu'on a ouvert aux autres rôles agiles. On a donc des product owners, des scrum masters qui se connectent à ce point. Et ce point, on l'a voulu interactif, donc c'est un peu un point à la fois de capitalisation où les personnes peuvent venir témoigner de la façon dont ils utilisent dans leur quotidien au mieux l'IA générative, pour faire monter en compétence les collaborateurs. Et puis en même temps, on l'a voulu aussi un petit peu en mode co-développement, c'est-à-dire quelqu'un arrive avec une problématique, qui n'arrive pas trop à se servir de l'IA générative, où il est déçu par son utilisation, et donc c'est en mode conseil que d'autres personnes qui ont trouvé des parades un petit peu aux écueils qu'on peut rencontrer, vont conseiller ces personnes qui arrivent, et on va même souvent traiter des cas directement lors de ce point. Donc ça, c'est un premier, on va dire, step au niveau de la transformation, de ce que ce groupe fait au niveau des rôles agiles. Ensuite, deuxième on va dire, step, c'est qu'on a voulu focuser d'abord sur 2 rôles. Donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc le rôle de coach et le rôle de product manager. Alors déjà, en quoi l'IA générative peut accompagner le coach agile dans ses gestes métiers au quotidien? D'abord, peut-être celui que vous avez en tête, le plus évident, ça va être du gain de temps. Gain de temps sur des tâches répétitives. Par exemple, aider un Scrum Master, préparer une rétrospective ou préparer le déroulé d'un atelier. Ce sont des tâches qui maintenant ne sont plus à forte valeur ajoutée. Et donc, confier ça à l'IA générative en lui injectant des éléments de contexte sur l'objectif de l'atelier, les rôles qui y assistent, les contraintes que l'on va avoir sur cet atelier. Ça va nous permettre de sortir un déroulé d'atelier assez performant, d'ailleurs, assez bluffant. Et ça va permettre aux coachs ou aux Scrum Masters de se libérer de la charge cognitive et de se consacrer à des tâches à plus grande valeur. Autre gain de performance dans les analyses. On sait maintenant que l'IA générative analyse est à même d'analyser un grand nombre de données, beaucoup plus rapidement que l'être humain. Et donc, ça va nous permettre, en l'injectant, par exemple, des interviews
Ça peut permettre, par exemple, à un coach design thinking qui a fait je sais pas, 30 heures d'interview, d'avoir une première analyse qui est assez souvent bluffante et performante et très rapidement. Et ensuite, on va itérer avec l'IA pour affiner cette analyse. Ça permet également de stimuler la créativité. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais souvent on a l'effet feuille blanche quand on fait un atelier d'intelligence collective, d'atelier collaboratif, où c'est un petit peu dur de démarrer, de faire en sorte que les personnes commencent à poser les premières idées. Et utiliser l'IA générative en atelier, en direct, c'est des choses qu'on a déjà fait. L'IA nous apporte une première pierre à casser et ça libère un petit peu le collectif qui va réagir par rapport à ce que l'IA va proposer. Autre avantage aussi, bénéfice de l'IA, c'est que normalement l'IA n'a pas de biais cognitif. Enfin, dans tous les cas, elle en est, on va dire, débarrassée, ou elle en a moins que l'être humain, on va dire. Et donc, ça va permettre de favoriser la prise de recul, un petit peu cette métaposition qu'on nous demande d'avoir et qu'on essaye d'avoir, de par sa nature, l'IA l'a intrinsèquement. Et enfin, dernier point, on le verra dans des retours d'expérience dont nous parlera Vincent, l'IA peut faciliter la prise de décision ou aider à la résolution de problèmes dans la mesure où elle, très rapidement, elle peut, grâce à un contexte qu'on va lui donner, nous proposer plusieurs pistes de scénarios et évaluer les points positifs et négatifs. Alors comment concrètement on s'y est pris? Pour le coach agile, on est parti d'une journée MAP. Donc on a pris tous les gestes métiers quotidiens du coach agile lorsqu'il effectue un accompagnement. On a découpé ça donc classiquement en macro-étapes puis en sous-étapes. Et pour chaque en fait, étape et sous-étape, on a identifié des points de douleur auxquels les coachs pouvaient être confrontés. Et on a regardé pour chaque point de douleur les opportunités auxquelles pourrait répondre l'IA. Et on a distingué 3 grands types de réponses que l'IA peut nous apporter. Première réponse, l'IA pour automatiser. Donc en fait, l'IA peut facilement automatiser des tâches répétitives. Et là, on va être surtout sur des gains de temps. Deuxième grand apport de l'IA, l'IA pour assister. Et là, on va être plus sur, à la manière un petit peu d'un coach binôme. Voilà, moi, en tant que coach, j'aime bien travailler mes ateliers ou voilà, avec un binôme parce que ça nous challenge et on peut retrouver en fait ce dialogue avec l'IA, donc qui va être plutôt là pour nous assister, pour nous questionner, nous challenger. Et enfin, troisième apport, on va être sur le troisième niveau, ça va être l'IA pour augmenter, où là, on va être sur plus de l'apport, de la créativité, et l'IA qui va nous apporter des solutions, des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé sans cet apport de l'IA. Alors j'ai zoomé juste, je ne vais pas vous montrer toute la frise, mais c'est pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc sur la phase, on va dire, de préparation d'atelier, dans une phase d'accompagnement, on a un nouvel atelier à faire en fait. Eh bien on peut voir qu'on peut demander à l'IA, bien sûr en lui injectant les bons éléments de contexte, c'est-à-dire les participants, la durée, d'éventuelles contraintes et l'objectif surtout, pourquoi on fait cet atelier. On peut lui demander de nous proposer un déroulé d'atelier et ce qui est assez bluffant, il va nous proposer des ateliers, le déroulé avec chaque phase, chaque minuté chronométrée. Et on peut même se servir de l'IA en lui donnant un rôle, en lui disant voilà, tu es product owner dans cet atelier et voilà quelles seraient tes attentes, quel serait le déroulé que tu me proposerais. Donc un petit peu à la manière d'un Cookéo, on met les ingrédients dans l'IA en entrée et il nous ressort un atelier, une proposition de format d'atelier. Autre rôle agile que nous avons travaillé pour regarder qu'est-ce que l'IA pourrait apporter en termes d'apport, de bénéfices, c'est celui du product manager.
Donc si on regarde les trois piliers, les trois compétences du product manager, donc qui sont le pilier de la stratégie, travail autour de la stratégie, de l'exploration, le deuxième pilier, donc le discovery et ensuite le delivery, eh bien on voit également que l'IA, sur ces trois piliers de compétences, est à même aussi d'apporter des bénéfices au product manager. Par exemple, sur le pilier du delivery, l'IA va pouvoir proposer des stratégies de test, des plans de test. Il va aussi pouvoir proposer des critères d'acceptance. On l'a vu sur la partie discovery, il va pouvoir proposer, aider à la création d'ateliers. Également, il va pouvoir aider dans les analyses de marché. Également générer et analyser des sondages. Donc quand on va avoir une masse d'informations, on a un gain de temps assez conséquent, enfin assez bluffant sur l'analyse de documents. En termes de stratégie, on peut aussi avoir tout ce qui est collecte et analyse de feedback pour le PO, qui va chercher à récolter les retours clients. Eh bien, l'IA va pouvoir classifier de façon très performante, exhaustive aussi, les feedbacks et analyser les feedbacks utilisateurs. Autre cas pour les product owners ou les product managers, l'IA est aussi une aide au découpage donc des pics en feature et des features en story. On l'a vu, il peut aussi rédiger, si on lui donne le format en entrée d'une user story, il peut aussi aider à rédiger, et le contexte métier du produit, il peut aider à faire dans tous les cas une première version de user story avec les critères d'acceptance. Je ne vais pas tous vous les passer en revue, mais vous voyez que sur chaque pilier de compétences, l'IA est aussi un apport pour ce rôle de product manager. Alors maintenant qu'on a dressé un portrait un petit peu global, je vais laisser Vincent nous faire 3 retours d'expérience et nous montrer comment l'IA a été concrètement utilisée lors d'accompagnement Agile DevOps. Ok, merci Anne. Et alors effectivement, on va vous présenter 3 retours d'expérience qui ont eu lieu ces 12 derniers mois. Donc comme l'a dit Anne tout à l'heure, en fait, du coup Orange nous a mis à disposition un outil qui ressemble un petit peu à ChatGPT qui s'appelle Dinutu et dont on a voulu expérimenter en fait, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Et donc du coup, voilà, toutes les expériences, ça va être aussi en fonction de la vie du produit. C'est-à-dire que le Dinutu étant un produit, l'équipe ajoute des nouvelles fonctionnalités qu'on va tester. Donc en fait, certains des retours d'expérience ont été faits dès le début et d'autres après, et donc on va en tirer différents enseignements. Donc pour premier retour d'expérience, c'était sur une équipe qu'accompagnait le CEA, une équipe d'Intrasafe, où il a été détecté en fait des signaux faibles relatifs à des problèmes de communication. Cette équipe était accompagnée par des coachs qui expérimentaient déjà un peu avec l'IA générative, et notamment avec l'outil interne Dinutu. Et ils ont décidé de voir un petit peu les possibilités qu'il était possible de faire pour analyser les dynamiques de cette équipe, pour trouver les causes racines de ces problèmes de communication. Donc, ils ont commencé par faire des interviews individuelles de chaque membre de l'équipe, des interviews qu'ils ont fait au travers de Teams, où ils ont enregistré les transcripts. Et ensuite, ils ont utilisé les transcripts dans 3 conversations avec l'outil Dinutu différentes. L'une qui était basée sur une analyse transactionnelle des transcripts, une autre sur les analyses systémiques et une dernière sur les analyses PNL. Ils ont voulu séparer vraiment les discussions avec l'outil pour pas que chaque discussion puisse influencer les autres. Donc du coup, ils se sont retrouvés avec 3 synthèses différentes qu'ils ont ensuite amendées avec leurs propres observations de terrain. Et ils ont initié une dernière discussion avec l'outil Dinutu pour générer une synthèse globale, donc à partir des synthèses systémiques, PNL et transactionnelles et de leurs observations. Et très rapidement, du coup, ils ont pu trouver les routes causes et définir un plan d'accompagnement personnalisé pour cette équipe. Ce qui aurait peut-être
pris plus de temps en le faisant sans l'aide de l'outil génératif. Suite à cette expérimentation, j'ai voulu tester du coup d'aller beaucoup plus loin dans les analyses d'interviews en faisant une analyse diagnostique sur des équipes que j'accompagnais, une analyse de diagnostic DevOps. Donc c'était une équipe qui était assez grosse équipe, 14 personnes, fortement silotée, qu'il fallait vraiment transformer en mode DevOps. C'était à la demande à la fois du train et des managers. Et donc, il y avait beaucoup de difficultés avec cette équipe. Donc, j'ai commencé en fait par créer un questionnaire vraiment formaté donc, autour des capacités d'Aura. Donc, vraiment très calibré. Et j'ai mené mes interviews, c'est pareil, du coup, via Teams, en enregistrant les transcripts. Sauf que je me suis retrouvé avec, donc, pour une équipe de 14 personnes, avec 2h30 d'interview par personne, ce qui m'a fait une trentaine d'heures d'interview à analyser. Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, tranquille, Dinoutoo va pouvoir m'aider et je vais pouvoir très rapidement délivrer de la valeur. Et bah, du coup, c'était un gros échec. Alors, pourquoi c'était un gros échec? Tout d'abord, au niveau de la volumétrie de la donnée. Du coup, en fait, un LLM est limité en nombre de caractères. Donc, le nombre de tokens, c'est le nombre de caractères qu'il est capable de traiter. Et en fait, la quantité que j'avais de données par interview était trop volumineuse à l'époque pour Dinoutoo. Donc, il m'a fallu découper toutes les interviews capacité par capacité pour essayer d'avoir des analyses à peu près correctes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un prompt, c'est un ensemble itératif d'interaction et donc quand on colle quelque chose dans un prompt, il va le répéter à chaque fois. Donc en fait, mon extrait d'interview était répété à chaque fois que je posais une question pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Donc très rapidement, j'ai épuisé le nombre de tokens et donc j'ai épuisé le contexte. Et en plus, à l'époque, du coup, quand j'ai fait mes expérimentations, il n'était pas possible de joindre un document dans la discussion. Donc c'était pour ça qu'à chaque fois, je devais mettre dans le contexte l'extrait de mon interview. J'ai aussi de nombreuses hallucinations sur les interviews. Quand je lui ai demandé de me dire bah, qu'est-ce qu'a dit telle personne, assez souvent, en fait, il se mélangeait les pinceaux. Pourquoi il se mélangeait les pinceaux? C'est parce qu'en fait, un LLM, il va générer, c'est de l'autocomplétion, quelque part. Il va générer une suite de mots suivant des probabilités statistiques. Mais si vous avez deux personnes qui ont commencé les phrases de la même manière et qui n'ont pas fini pareil, ou deux ou trois personnes, bah, statistiquement, vous allez avoir en fait des suites de mots qui ne sont pas forcément la restitution des verbatims. Et donc ça, c'est très problématique quand on essaye d'avoir vraiment une analyse fine des interviews. Et donc, il m'a fallu donc tout mettre dans une table au préalable avant de donner à Dinoutoo l'ensemble de la table des verbatims pour qu'il soit capable de garder la nuance, parce que du coup, comme j'ai le déroule interne et externe et que je voulais interroger aussi sur le ressentiment en tant qu'interne, externe, etc., je voulais vraiment avoir toute la nuance. Et donc, bah, finalement, l'outil n'était pas à l'époque conçu pour ça. Et enfin, du coup, je voulais un petit peu comparer les réponses des interviewés avec les bonnes pratiques et recommandations du DORA, donc qui est le DevOps Research and Assessment et qui fait des rapports Accelerate et une méthode scientifique de transformation agile et DevOps. Et donc, ils ont beaucoup de recommandations sur comment faire les choses, mais à l'époque, bah, l'outil Dinoutoo ne permettait pas non plus d'aller faire des recherches sur Internet. Pour ceux qui utilisent peut-être ChatGPT, vous avez la possibilité, quand vous voulez faire une comparaison, vous lui mettez une URL, voilà, compare-moi mon résultat avec ce qu'il y a sur cette page, il est capable d'aller chercher sur Internet. Dinoutoo, à l'époque, n'en était pas capable, et donc il me fallait à chaque fois faire du copier-coller dans le contexte pour pouvoir avoir du coup un outil de comparaison et de pouvoir m'en servir pour faire des bases de recommandations. Donc ça a été extrêmement chronophage et je pensais gagner du temps et j'en ai peut-être plus perdu
à utiliser, en tout cas, parce qu'à l'époque, l'outil ne présentait pas toutes les fonctionnalités dont j'avais besoin. Donc, quels apprentissages j'en ai tirés? C'est d'une part, les LLM sont limités sur le nombre de tokens, et donc, en fait, il faut optimiser son prompt. Ou alors, avoir la possibilité de choisir un modèle qui va pouvoir mieux convenir à la résolution du problème que l'on cherche à résoudre. Ensuite, au niveau des hallucinations et au niveau de la rigueur qu'on doit prendre, un LLM est par nature non déterministe. Donc en fait, il n'est pas suffisant pour résoudre certains problèmes, et notamment de l'analyse d'interviews, de gros volumes d'interviews. Pour ça, il va falloir utiliser d'autres types d'architecture d'IA générative qui existent déjà. Parce que du coup, l'IA générative, ce n'est pas similaire à LLM. Un LLM est utilisé pour l'IA générative, mais dans l'IA générative, on va y trouver d'autres outils ou architectures, comme la génération augmentée par la récupération, ce qu'on appelle le RAG. Donc du coup, là, on va aller interroger des bases de données vectorielles dans lesquelles sont stockées nos données. C'est par exemple ce qu'utilise aujourd'hui ChatGPT quand il va chercher sur Internet. En fait, il met tout dans une base, il va chercher ses données. On peut faire ça, du coup, pour l'analyse d'interview, c'est beaucoup mieux de pratiquer comme ça. Il y a tout ce qui est la partie IA agentique, notamment avec du LangChain ou des AI API, qui va permettre aussi d'avoir des prompts vraiment travaillés pour résoudre une problématique et qu'on puisse appeler après en langage naturel plus facilement. Et puis l'approche multimodale, et donc là, donc l'approche multimodale, c'est pouvoir, en plus du texte, donner d'autres sources de données quand on interroge une IA générative, notamment de la vidéo, du son ou de l'image. Et donc là, je vais vous montrer l'expérimentation qui a été faite avec de l'image. Donc là, cette dernière expérimentation a été faite il y a quelques mois, à peu près au moment donné où nous lancions d'ailleurs nos groupes de travail, enfin notre événement hebdomadaire pour essayer de transmettre nos connaissances à nos collègues. Et donc, à cette époque-là, en fait, il y avait des coachs d'un train, ils avaient utilisé de l'Empathy-Map pour essayer d'analyser l'expérience collaborateur au sein d'un train. Donc en fait, ils ont fait ça sur différentes équipes, et ils se sont retrouvés avec, donc ils ont fait ça sur Klaxoon, avec un Klaxoon avec des résultats comme ça de chaque équipe, ce qu'ils ressentaient de chaque équipe du train, leur ressenti. Donc pour l'Empathy-Map, voilà, c'est ça se base sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, voilà. Et donc, ils se sont retrouvés avec cette matière, ils se sont dit, comment on peut utiliser Dino2, donc notre outil d'IA générative, pour nous aider à faire une analyse de tout ce contenu. Et du coup, Dino2, à l'époque, il venait juste de recevoir une mise à jour qui permettait d'attacher un fichier en PDF, et avec la possibilité de pouvoir lire le texte sur les images si le texte était suffisamment visible, en utilisant notamment des technologies de type de reconnaissance de caractère. Ce sont des technologies d'IA qui existent depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et donc ils nous ont posé la question, voilà, comment on peut faire? Donc, on les a déjà accompagnés en leur expliquant comment on pouvait optimiser un prompt, donc toutes les techniques d'optimisation de prompt pour pouvoir avoir le résultat escompté, à l'aide de différents frameworks de prompt engineering. Aussi, comment bien exporter depuis Klaxoon les différentes Empathy-Map pour que le contenu soit lisible par l'outil Dino2. Et donc ensuite, ils ont nourri Dino2 avec tout ça. Et donc Dino2 a été capable, via le prompt optimisé, de faire en fait une classification, une catégorisation et une restitution des différentes analyses équipe par équipe. Et c'est ce qui leur a permis derrière de générer un premier rapport, une première synthèse des ateliers via Dino2. Et ensuite, à partir de cette synthèse, eux, ils les ont complétés par leurs propres observations. Et puis, du coup, ils ont défini 3 axes de transformation, et ils ont demandé de nouveau à Dino2 de les aider à générer, de bootstrapper des plans de transformation. Et donc là, tout au long du processus,
En fait, Dinoutoo n'a jamais remplacé le coach agile et un outil d'IA générative ne remplacera jamais des coachs agiles. Par contre, il aura vraiment été utile pour délivrer de la valeur, mais il n'aura jamais retiré le libre arbitre. Ils ont toujours été, ils ont rajouté leurs propres observations, c'est eux qui ont défini les axes, et ils ont utilisé Dinoutoo en mode interactif vraiment pour s'aider. Merci Vincent, on voit que ces retours sont très riches et très variés. Alors en fait, on a concrètement, identifié, comme vous voyez, là on en a parlé de certains, mais on a identifié 12 use cases prioritaires qui vont adresser, comme vous le voyez, tous les rôles agiles, que ce soit le rôle de coach, de designer, mais aussi de Scrum Master RTE, Product Owner ou Epic Owner, ce qui représente environ 1400 personnes chez Orange France. Et donc on a priorisé ces 12 use cases pour les injecter, pour les faire travailler sur notre outil d'IA générative, donc Dinoutoo. Comme l'a dit Vincent, il y a des limites à Dinoutoo, on ne va pas revenir dessus, et donc on va essayer plutôt de partir sur des sortes de GPTs, pour ceux qui connaissent, des assistants un petit peu dédiés au contexte métier, d'en développer un ou deux pour voir déjà ce que cela donne et si ça a vraiment, ça rencontre du succès, de l'appétence et si on est vraiment sur les gains attendus. Un GPTs par exemple pour le Product Manager ou pour le Scrum Master RTE qui lui permettrait, donc cet assistant nourri de son contexte métier, business et IT, qui lui permettrait de travailler, de gagner du temps sur tous ces use cases que vous voyez là, création d'OKR par exemple, pilotage de la performance de mon collectif, création de persona pour un coach design thinking, etc. Du coup, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 6 familles de types de gains. Donc, premier type de gain, aide à la résolution de problèmes. On l'a vu dans les retours d'expérience que nous a fait Vincent. Deuxième type de gain, tout ce qui permet de challenger, d'utiliser un petit peu l'IA générative, si on l'utilise bien à bon escient, comme un coach qui viendrait me challenger et donc me permettre de prendre du recul. Troisième type de gain, gagner en pertinence et en performance, puisque l'IA générative va toujours être plus exhaustive dans ses analyses. Le gain, quatrième type de gain, qui est peut-être le plus évident, c'est l'optimisation du temps. Alors, il faut encore faut-il que l'outil, bien sûr, soit performant et qu'on sache bien s'en servir. On l'a vu dans les retours d'expérience. Mais dans tous les cas, sur du traitement de données important, il est clair que ça nous fait gagner du temps. Je vous ai juste mis un petit témoignage d'un product manager qui est assez édifiant, puisqu'il dit « J'ai pris 10 features de mon backlog et j'ai réalisé en 1h30 ce qui m'aurait pris une semaine ». Ensuite, autre type de gain, tout ce qui concerne l'aide à la prise de décision. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, on l'a illustré. Et puis enfin, la créativité. Un dernier exemple, un atelier OKR où le collectif était bloqué pour se lancer et où on a travaillé avec l'IA en direct, à leur proposer une première version. On a donné à l'IA la stratégie, le compte business, le contexte, et cette première version a permis de libérer le collectif qui a ensuite commencé à itérer sur cette version et qui a ensuite travaillé par elle-même, bien sûr. Voilà en fait les différents apports que l'IA peut avoir sur les rôles agiles. Donc, après 6 mois d'utilisation de l'IA générative dans le cadre de nos accompagnements, en fait, on apprend aussi différentes choses. C'est que du coup, tout le monde, en fait, veut tester les possibilités offertes par cet outil. Et en fait, il y a une multiplicité des initiatives au sein d'Orange. Et en fait, ça nécessite un alignement au niveau du groupe pour tenir compte de différentes contraintes. Notamment, il y a les contraintes réglementaires, la RGPD, l'IA Act qui a été signé il n'y a pas longtemps, les chartes éthiques auxquelles Orange s'est engagé et d'autres contraintes liées à l'organisation. Et donc, ça nécessite une gouvernance
Et cette gouvernance, bah, c'est là où on va se confronter au réel. Quand on est utilisateur, c'est que bah, des fois, il va y avoir des limitations qui vont être imposées et qui peuvent être parfois frustrantes. Au niveau de... il faut toujours garder un esprit critique et vérifier la fiabilité des résultats, parce que du coup, bah, comme j'ai dit, il y a de nombreuses hallucinations, mais il y a aussi des nombreux biais qui peuvent être mis avec l'utilisation de l'IA générative. Déjà, la manière dont on pose une question à l'IA générative, on va orienter sa réponse. Et donc, du coup, il faut faire attention à ça, parce que ça peut entraîner des biais de confirmation. Ensuite, il y a des biais d'autorité de l'IA, c'est-à-dire que si on pose une question à l'IA, que l'IA nous répond, on a tendance à prendre la réponse pour vraie, alors qu'en fait, elle est que probable, en fait, elle est grammaticalement vraie, mais elle n'est pas forcément vraie au niveau de la vérité. Et donc, il faut vérifier bien ce qu'elle dit. Il faut avoir aussi une utilisation raisonnée de l'outil de l'IA générative, parce qu'elle a des impacts RSE très importants, notamment bon, alors, les impacts économiques, parce que du coup, ça coûte vite cher de faire des requêtes. Quand on utilise ChatGPT avec un abonnement, on ne le voit pas forcément, mais quand on utilise un outil comme Denoto qui nous dit en fait, pour chaque requête, bah, combien de tokens on a consommé et combien ça a consommé aussi en argent, et je crois maintenant aussi en équivalent carbone, ça nous donne vraiment aussi une notion d'impact quand on l'utilise, et donc ça nous force aussi à optimiser notre utilisation de l'outil. Il y a aussi de respecter l'éthique, la RGPD, la confidentialité des données, parce que notamment quand on est coach, on a tendance par exemple à se dire bah, tiens, cet outil ça va être pratique pour faire de l'analyse d'interview, mais dans le rapport du coach et du coaché, il y a pas mal de choses qui vont être de l'ordre de la donnée privée, et on n'a pas forcément le droit d'une part de l'utiliser, sauf si le coaché en donne l'autorisation. Et pire, c'est que si on utilise des outils qui vont prendre nos entrées pour entraîner les modèles, à ce moment-là, les données privées rentrent dans un système automatisé dont on ne pourra pas ressortir les données. Et donc là, du coup, on n'est plus compliant avec le RGPD. Et donc, du coup, Anne, qu'est-ce qui a été mis en place chez Orange pour vérifier tout ça? Alors très rapidement, parce que je vois qu'il ne reste plus que 5 minutes. Du coup, chez Orange, on a mis, pour reprendre ton aspect d'IA raisonnée, on a mis en place des bibliothèques de prompts qui sont accessibles en libre service et accessibles par tous, de façon à ce que les prompts soient réutilisés et qu'on n'ait pas plusieurs prompts, enfin des prompts identiques qui soient redéveloppés plusieurs fois à droite et à gauche. On a également, je ne vais pas revenir dessus, une charte qui donne les bons usages de l'utilisation de l'IA, et puis une gouvernance dédiée à ce sujet au niveau Orange France et au niveau groupe, qui dispose d'une adresse mail d'ailleurs générique auquel peut s'adresser tout salarié qui a des questions sur l'utilisation de l'IA. Voilà, donc utiliser, en conclusion, utiliser l'IA, c'est quelque chose d'incontournable. Hein. On pense que, notamment, on est à l'aube d'une révolution aussi grande, sinon plus grande que celle de l'agilité. D'ailleurs, il y a une conférence, j'en fais un peu de teasing, mais allez à la conférence de Yann Tisser et Svetlana Laptoka cet après-midi, qui vont vous donner une vision de qu'est-ce que serait l'entreprise de demain, l'entreprise à l'ère de l'IA générative. Donc un step plus loin, voilà, on vous a dressé un tableau de là où on en était aujourd'hui chez Orange, donc encore beaucoup de choses à faire, et c'est un premier pas. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si on a 5 minutes, et si vous avez des questions. Alors, on ne peut pas passer le micro, étant donné qu'il est filaire, mais on va vous demander de parler très fort. Merci. Alors, merci pour cette conférence. Je souhaitais vous poser une question concernant les données qui vous ont servi pour nourrir votre outil. Comment vous vous êtes assuré qu'elles n'étaient pas erronées et de leur qualité?
Alors, la question, hein, je répète pour ces... en fait, c'est comment s'assurer que les données qu'on injecte dans l'IA sont des données valides et ne sont pas des données erronées. Je vais faire une première partie, si tu veux, peut-être de réponse. En fait, les données qu'on injecte, ce sont soit des données business, hein, donc des stratégiques d'Orange, ou des données donc validées hein, par les services qui nous les fournissent, ou alors les données interview. Donc là, c'est vraiment de la transcript d'interview. Alors, comme le disait Vincent, il faut quand même qu'on anonymise les données, puisqu'il y a des problématiques aussi d'RGPD, de faire en sorte que les données qui sont exploitées, bien que Dinu2 est un environnement sécurisé et les données restent chez Orange, voilà, pour des données de confidentialité, on doit anonymiser ces données et s'assurer aussi que l'utilisateur est OK pour que ces données soient traitées par l'IA générative. Donc on le demande aussi, chaque coach, lorsqu'il fait des interviews, doit demander à la personne interviewée s'il est OK. Et pour la véracité des données, c'est vraiment on se base sur des documents internes. On ne va pas chercher de la donnée sur Internet. Alors pour donner un peu plus de contexte aussi technique, l'outil Dinu2 en fait utilise des modèles, utilise de manière de proxy de modèles, de grands modèles qui sont déjà très utilisés, comme le modèle GPT, Gemini et d'autres modèles, je crois Mistral, etc. Et ensuite, il a aussi donc une architecture de génération augmentée par la récupération de données qui va aller interroger nos bases documentaires en interne. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous êtes challengé sur la productivité, les gains de productivité, la façon dont vous mesurez ces gains? Oui, effectivement, on nous demande, parce que c'est un investissement aussi, l'IA, donc on va regarder le retour sur investissement. Du coup, effectivement, on essaye de récolter des données, c'est-à-dire que toute personne qui utilise l'IA, on essaye d'aller les interviewer, d'avoir des feedbacks, et notamment en termes, alors on est surtout sur du gain de temps, c'est le plus facile à mesurer. Voilà, tout à l'heure, je vous ai mis, j'ai réussi à faire en 1h30 ce qui m'aurait pris une semaine. Donc, on regarde, on modère, on module, hein, parce que selon les personnes et selon le contexte, c'est pas tout à fait les mêmes données. Mais on arrive à avoir des données en termes de pourcentage. Sur certaines tâches, on sait qu'on gagne 30, 20% de temps, etc. Sur des tâches de développement aussi, on n'a pas du tout parlé du métier de développeur, mais c'est un métier aussi qui est très impacté par l'IA et par l'IA générative. Donc on est surtout sur des gains de temps, gains de créativité, stimulation, c'est un petit peu plus compliqué à quantifier. Mais c'est des choses qu'on regarde. Je vous demanderai de reprendre la question, s'il vous plaît. Ah, pardon. Ouais, ok. Alors, est-ce que vous avez essayé ou vous envisagez d'essayer des interactions dans des intégrations avec les LLM intégrés aux outils type Microsoft Office, Copilot ou Atlassian Intelligence par exemple, avec Dinu2? Alors, est-ce qu'on a tenté des interactions entre Dinu2 et les autres LLM du marché intégrés? Oui. Alors, en fait, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, Dinu2 intègre déjà les grands LLM du marché. Du coup, lorsque l'on pose notre question à Dinu2, on peut choisir avec quel LLM on va travailler, en fait. Donc, l'intégration, elle est de fait native dans l'outil. Est-ce qu'il y a des LLM intégrés aussi dans cette liste? Oui, il y a les plus grands du marché, donc tu les as cités, ChatGPT, Claude Sonnet, Mistral, Gemini. Ouais, alors pour compléter, en fait, on a effectivement Dinu2 qui est plutôt comme un ChatGPT, et du coup, Orange aussi a une stratégie autour de l'IA générative où il y a plusieurs utilisateurs qui ont accès, par exemple, à GitHub Copilot pour les développeurs, qui ont accès à Copilot 365 pour la suite Office. Donc il y a beaucoup d'expérimentations d'outils intégrés qui sont en cours, mais du coup il n'y a pas une intégration directement avec Dinu2. Ce sont des produits différents. Il y a une question au fond. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez filé vos GPT avec
fait les mêmes rôles pour dire des choses différentes. Est-ce que... Alors du coup, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que du coup on a entraîné nos LLM avec du coup les définitions de l'agilité made in Orange? Alors non, on n'en est pas là et c'est quelque chose qu'on veut faire effectivement. Quand je parlais tout à l'heure de POC qu'on va essayer de lancer, notamment on va essayer on a une grosse base de données interne sur l'agilité avec le Targeting Operating Model et plein d'autres choses, plein de guides effectivement sur l'agilité. Ça serait de faire du RAG et d'aller en fait chercher, scanner toute cette base de données et de fournir un assistant personnalisé au coach. Et donc, il se baserait sur toute cette documentation interne. Ça, on ne l'a pas encore mis en place. C'est des choses à venir. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Et je crois que c'est la fin. Donc, merci à tous. Merci à tous. Si vous voulez le rôti, voilà le QR code pour le rôti. N'hésitez pas à nous donner votre avis.